Bien, merci. Pascal, en introduction, parlait d'ENA, d'ENE. Ici, on a une blague aussi, à savoir, on connaît l'âge de la personne, ça fait combien de temps qu'elle est à l'Université Laval, selon le nom qu'elle donne au système. Si on l'appelle encore WebCity, si on l'appelle l'ENA, après on l'a appelé l'ENE. Par la suite, les plus jeunes connaissent Montportail. Puis, je viens vous parler aujourd'hui de Brio, la 3e génération, celui qu'on commencera à déployer à partir de l'automne, graduellement 2019, mais le lancement est prévu pour l'automne 2020. Alors, ce que je vous propose, c'est un historique, mise en contexte, fonctionnalités principales et différents usages en 10 minutes et perspectives d'évolution pour l'environnement numérique de l'Université Laval. Notre histoire débute en 2005, l'année durant laquelle on a reçu une donation d'$1 de Microsoft Canada à travers la Faculté des sciences de l'administration, où on avait travaillé, on a fait du R&D sur l'ENA de prochaine génération. En 2007, on a fait le choix de capitaliser sur les travaux qui avaient été réalisés, de partir de manière autonome, seul, d'investir comme établissement. Donc, on annonçait en 2007 un investissement de 13,2 millions, un financement qui s'échelonnait sur 10 ans. Puis à l'époque, je le reprends un mot pour mot, l'objectif était de remplacer une plateforme qui présente un manque de flexibilité. Ce qui est ironique, c'est qu'encore aujourd'hui, avec Brio, on prétend que notre plateforme manque de flexibilité encore 10 ans plus tard et plus. Les objectifs à l'époque, en 2007, on souhaitait faire converger des utilisateurs de 7 plateformes vers un seul environnement. On souhaitait se positionner en tant que leader de la formation en ligne, puis répondre aux nouveaux besoins des enseignants et des étudiants. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait WebCity qui était la plateforme principale pour Laval. Il y avait différentes facultés qui avaient développé des embryons de plateformes et la faculté de sciences et de génie qui avait développé l'environnement Pixel, qui était un environnement centré sur le plan de cours, sur lequel il y avait un consensus sur lequel on pouvait capitaliser. Donc, les principales forces ou orientations de la plateforme sur lesquelles on a misé, premièrement, c'est une approche centrée sur l'utilisateur. Il y a 125 enseignants qui ont été impliqués, surtout au démarrage du projet durant les 2 premières années, pour définir les besoins, les fonctionnalités. On a misé beaucoup sur l'ergonomie, la simplicité, la facilité d'utilisation, rendre l'enseignant autonome. Les dernières métriques qu'on a sur le sujet datent quand même de plus de 10 ans. Mais on avait à l'époque 45 personnes pour soutenir 600 sites de cours WebCity. Aujourd'hui, on parle de 600 sites de cours par année. Et on a coupé par 2 le support technique disponible ou offert au personnel enseignant. Et l'efficience, l'intégration du système avec la bibliothèque, avec le registraire ou l'ensemble des services, comme on pouvait le coder sur mesure. L'encadrement des étudiants est un volet très important aussi pour nous. On a souhaité ajouter de la simplicité pour l'enseignant. Il peut simplement, à partir d'un bouton, plutôt que passer par Adobe Connect, faire une demande d'une salle, se créer une salle, une classe virtuelle, inviter qui le souhaite. Et en termes d'adhésion, je continue puisque j'ai seulement 10 minutes, donc c'est une forte adhésion volontaire. Mes données ne sont pas encore à jour, mais aujourd'hui, on parle de 6 500 sites de cours. Il y a plusieurs façons de le calculer entre établissements, là, mais 6 500, c'est par année. Et on les cumule depuis au moins 5 ans. Donc, l'étudiant a accès 5 ans en arrière, donc faites le calcul. Ça sert autant pour les cours en salle, cours hybrides. C'est plus de 1000 cours à distance et on diffuse également nos MOOC. 87 % des enseignants l'utilisent et 96 % des étudiants pour au moins un cours. Et l'environnement numérique dessert 40 000 utilisateurs. On parle de 25 millions d'accès par année en 2016-17. Je ne suis malheureusement pas à jour, mais le dernier chiffre que j'ai, c'est 95 millions d'accès aux pages dans la dernière année. Et le plus intéressant pour nous, la plus belle surprise, c'est que quotidiennement, c'est en moyenne entre 30 et 34 000 utilisateurs distincts qui utilisent l'environnement jusqu'à 166 000 fois par jour. La résultante, c'est qu'on a atteint notre objectif. On s'est positionné comme principal joueur en formation à distance au Canada en termes d'offres, avec 1000 cours aujourd'hui et plus, et 100 programmes. Puis on estime, selon le Babson, ceux qui suivent les publications de Babson Research, on estime qu'on a un rang théorique dans le top 30 en Amérique du Nord en termes de volume d'inscription et d'offres de formation. En 2013, on a ajouté 2 nouvelles cibles stratégiques, c'est-à-dire d'appuyer la réussite étudiante et la diffusion des MOOC. Donc, en fonction du grand volume de données qui transitaient par l'entremise de l'environnement numérique, et c'était aussi la période du Learning Analytics qui était en pleine mouvance. On a participé au 2e congrès international. On a créé sur mesure un système de dépistage des étudiants à risque d'échec ou d'abandon. On l'a longtemps appelé le système d'appui à la réussite. Le système n'appuie pas la réussite. Le système dépiste bien
les étudiants en situation d'échec et d'abandon jusqu'à 7 semaines après le début de la session. On a travaillé en collaboration avec le département de mathématiques statistiques, la faculté des sciences d'éducation, pour élaborer un algorithme qui projette à l'étudiant une lumière jaune, rouge ou verte. Et d'ailleurs, c'est une condition que les étudiants nous ont fixée au jour 0 pour adhérer au projet. Leur condition était que si vous voyez quelque chose, nous aussi, on veut le voir. Donc, on affiche les lumières autant aux étudiants. L'enseignant, ici, vous avez un aperçu de ce que l'enseignant voit. Il voit 85 de ses étudiants qui sont en voie de réussite, 8 surveillés et 7 à risque. Il peut avoir un bilan détaillé pour chacun de ses étudiants. Et le tableau le plus significatif pour nous, c'est le tableau des directions de programme, puisque même la littérature tend à le démontrer. Une lumière rouge, ça peut être circonstanciel, ça peut être un mauvais examen, je peux avoir été malade ou il peut avoir des très bonnes raisons, mais à partir du moment où on étudie en 2, 3, 4, 5 lumières rouges dans une session donnée, le directeur ou la directrice de programme peut classer ses étudiants et contacter ceux pour lesquels il y a un plus grand nombre de lumières rouges et les rencontrer et réaliser une intervention auprès des étudiants. On est très fiers, on a gagné l'Octase de l'excellence en 2015 pour les outils d'appui à la réussite. Par la suite, on a ajouté la capacité de diffuser des MOOC, donc notre plus récent MOOC qui a été lancé il y a 3 semaines, MOOC TDAH, avec 10 000, déjà après 3 semaines, 10 064 inscriptions. On n'a pas un grand volume de MOOC. La stratégie qui est prise, c'est soit pour des domaines d'expertise très précis, mais on essaie de faire un arrimage avec la recherche. Donc, à partir du moment où on touche un fonds en recherche, on peut lancer un MOOC sur le sujet. Perspective d'évolution maintenant. Donc, après 10 ans, on doit moderniser notre infrastructure technologique. On veut clairement s'orienter vers l'apprentissage tout au long de la vie et on veut lancer le développement pour la suite dans une logique de partenariat. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, au moment où on a développé l'environnement en 2007, l'iPhone n'existait même pas, donc on était desktop first. On a des arrêts de service encore pour des mises en production, unilingue francophone, puis on a une limite théorique de 60 000 utilisateurs simultanés. Ce qu'on vise pour la prochaine génération, c'est mobile first, déploiement sans interruption de service, avec des retours en arrière simplifiés, multilingue. Tous les interfaces actuellement qui sont déployées par l'équipe, c'est en anglais et en français. Et l'objectif, c'est 500 000 utilisateurs, mais ce qu'on me dit, ce n'est pas moi l'expert dans le domaine, mais que c'est une architecture qui est extensible et qui pourrait, au besoin, s'extensionner. D'un point de vue fonctionnel, qu'est-ce qu'on souhaite faire? Pour le moment, on soutient la classe hybride, formation à distance, les MOOC. On soutient principalement une flexibilité temporelle, géographique fournie par la formation à distance. Notre clientèle, c'est les étudiants traditionnels 18-24. L'Université Laval est seul utilisateur de la plateforme. La cible pour la suite, c'est une bonification. On veut ajouter la capacité de donner des formations courtes, cumulables. On développe un nouveau concept aussi avec les nanoprogrammes. L'idée, c'est de pouvoir s'inscrire par paiement puis carte de crédit de manière aussi simple. L'élargissement du concept de flexibilité, l'apprenant et son dossier d'apprentissage tout au long de la vie où il peut cumuler ses preuves de réussite et les partenaires éducatifs qui pourraient se joindre avec nous dans l'aventure. Donc, clairement, ce qu'on souhaite faire, c'est la flexibilisation du crédité dans une infrastructure plus moderne et on veut migrer vers des produits plus innovants. Donc, nanoprogrammes, vous avez probablement entendu parler de l'Académie de transformation numérique, le micro-learning, les bootcamps ou des produits de certification professionnelle qui peuvent prendre différentes formes, se donner la capacité de les gérer. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un individu? Pour nous, ce qu'on imagine comme vision, c'est de dire, par exemple, qu'on a une dame qui s'inscrit en gestion de commerce, elle fait son deck-back au cégep Limoilou. Par la suite, elle passe à l'Université Laval, elle reste encore dans l'environnement Brio. L'ensemble de ses réalisations sont consignées dans son dossier de l'apprenant à vie. Par la suite, elle devient conseillère en développement des affaires. Elle réalise un nanoprogramme en chaîne de blocs ou en blockchain. Elle obtient une attestation d'études de l'Université Laval. Elle devient directrice régionale. Elle suit une formation développée sur mesure pour son organisation. Déjà, on a des projets pilotes, partenariats avec certains organismes gouvernementaux pour venir déployer de la formation sur mesure, développer localement. Mais ils peuvent aussi consommer ce que nous, on appelle une riche offre, une offre de formation flexible, un catalogue partagé. Les partenaires que vous voyez ici, on a déjà des projets pilotes, des ententes de collaboration. C'est principalement les cégeps de la région de Québec, Garneau, Limoilou, cégep Lévis-Lauzon, cégep Sainte-Foy, mais aussi le gouvernement du Québec, le secrétariat du Conseil du Trésor dans le cadre de l'Académie de transformation numérique. Et par la suite, une heureuse retraitée qui suit une auto-formation en histoire de l'art offerte par le cégep de Sainte-Foy.
L'intérêt pour nous, c'est de créer clairement un catalogue partagé, regroupé, puis diffuser l'offre de formation des partenaires à travers un seul catalogue. L'idée, c'est que si j'écris que je cherche une formation en gestion de projet, je pourrais me voir afficher à la fois les séminaires, à la fois les certifications de l'ensemble des partenaires. Et si on offre une maîtrise aussi en gestion de projet, on pourrait l'afficher à l'apprenant potentiel. Et ultimement, nous, ce qu'on souhaite, on a toujours une vision centrée sur l'utilisateur, l'apprenant. L'idée, c'était de ne jamais sortir du même environnement. Si vous avez à donner un MOOC, donner une formation continue, si vous avez à offrir une formation créditée, peu importe sa modalité, l'objectif avec brio, puis surtout pour nos enseignants et nos étudiants, c'est que tout ça puisse se réaliser à travers un seul et unique environnement, l'environnement brio.